Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'État, votre magazine qui traite de l'actualité en République démocratique du Congo, mais aussi ailleurs. Nous allons recevoir pour vous une personnalité ce soir pour parler d'Étienne Tshisekedi Lumumba. Vous savez tous que l'actualité en République démocratique du Congo est marquée par le décès de ce grand homme, père de la démocratie, comme on l'appelle le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous allons donc entamer une série d'émissions d'hommage à celui qui a été aujourd'hui, qui est reconnu comme le premier docteur en droit en République démocratique du Congo. Beaucoup d'héritage, beaucoup de témoignages à l'endroit de cet homme qui a marqué la vie politique ici en République démocratique du Congo. Ce soir, pour parler de l'homme, nous allons recevoir pour vous Albert Moleka qui est aumônier des prisons, qui est président de la plateforme Sauvons la Constitution. Nous allons dire un mot là-dessus également, mais il est aussi et surtout ancien directeur de cabinet du président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi Lumumba. J'ai le plaisir de le recevoir. Bonsoir, Albert Moleka. Bonsoir, madame. Mes condoléances à vous, mais aussi à l'ensemble des Congolais qui sont très affectés par la disparition d'Étienne Tshisekedi Lumumba. Merci, en effet, comme vous venez de le dire, le départ, je préférerais dire, d'Étienne Tshisekedi Lumumba affecte tous les Congolais. Je crois que la particularité de ce personnage, c'est qu'il avait réussi à pénétrer dans la vie de chaque Congolais. Il a transcendé plusieurs générations. Exactement, et chacun en a donc une perception tout à fait personnelle et individuelle. Quel a été votre sentiment à l'annonce de ce décès, comme vous dites, de ce départ? Tout d'abord, une grande tristesse, puisque c'est une personne qui pour moi était d'abord un papa, avant qu'il ne fasse appel à moi pour l'aider dans ses activités politiques. Et puis, ce moment passé, on réfléchit évidemment sur les conséquences d'une telle disparition, tant pour le pays, pour sa propre famille et aussi chacun pour soi, vu que c'est une personnalité qui a réellement influencé la vie de tous et qui faisait partie un peu de chaque famille. On va parler de votre rencontre, on va revenir sur les circonstances, mais sinon, laissez-moi parler d'un chapitre plus ou moins douloureux. Votre divorce, je peux le dire ainsi, vous avez passé 6 ans à ses côtés en tant que directeur de cabinet. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le divorce a été consommé? Vous n'avez pas un peu ce sentiment de déception finalement, de l'avoir trahi? Il est parti sans que vous ne soyez à ses côtés? Non, parce qu'il n'y a pas eu divorce, il y a eu interruption brutale de notre travail. C'est un peu pareil, hein? Non, divorce, c'est lorsque les deux parties se séparent. Mais nous ne nous sommes jamais séparés. Que s'est-il passé? Avec Étienne Tshisekedi. Bon, ce jour-là, il m'avait appelé pour une communication très spéciale. Souvenez-vous, c'était le 14 mars 2014. Le 3 mars, il était tombé malade. Donc, au niveau du cabinet que je dirigeais, nous avions suspendu toutes les audiences. Je pensais personnellement que dès le retour de son épouse le lendemain, on entamerait les démarches pour le transférer et l'emmener en Europe. Malheureusement, il a passé 5 mois ici. Et comme j'avais décrété service minimum au niveau du cabinet, moi-même, je lui avais dit, je ne viendrai qu'en cas vraiment d'urgence. Oui. Et ce jeudi 14 mars 2014, il m'avait appelé, il m'a dit, Albert, venez tout de suite, c'est urgent. Et lorsque je l'ai vu, il m'a communiqué 6 noms, donc de 6 cadres, 3 cadres évoluant à l'extérieur, 3 cadres évoluant à l'intérieur, en lui disant, voilà, c'est la nouvelle direction politique du parti. Après-demain, amenez-moi M. Moubake et M. Kakongé, qui étaient 2 des 3 cadres de l'intérieur, le 3e étant moi-même. Et le lundi, vous préparez la décision à ma signature. Et malheureusement, à ce moment-là, il y a eu un incident à caractère familial
qui a fait que je l'ai laissé dans son bureau. J'ai parlé un peu avec mes collaborateurs, puis je suis parti. Et lorsque j'étais parti, mes collaborateurs ont été forcés de quitter la parcelle. Et c'est la dernière fois que j'ai vu Étienne Tshisekedi. Sauf que dernièrement, surtout depuis le mois de... Ça veut dire que vous n'avez pas tenté de rentrer sur place, vous n'avez pas tenté de rentrer en contact avec lui? Vous ne vous êtes plus parlé? Non, des contacts par intermédiaire, il y en a eu, mais de contacts physiques, c'était impossible. Il n'y a pas eu de décision claire à votre endroit? Non, il n'y a pas eu de décision claire. C'était le vide. À mon endroit. Je crois que c'est en février 2015 que l'on a pourvu à mon remplacement en tant que directeur de cabinet, mais pas en tant que porte-parole, parce que j'étais directeur de cabinet et porte-parole. Moi, j'ai l'habitude de dire que le problème de succession, surtout de grands personnages, Dieu les règle de leur vivant. Mais nous essayons de les régler lorsqu'ils sont morts. Je suis persuadé que de son vivant, un tel personnage a eu des signes de son créateur sur la suite du combat qui va ou qui vont mener ça. Et je crois que dans le cas d'Étienne Tshisekedi, une chose qui est sûre, c'est qu'Étienne Tshisekedi a des centaines de milliers, si pas des millions d'héritiers politiques. Donc des personnes qui se sont appropriées cette lutte et dont chacun va continuer. On assiste déjà à l'autoproclamation des héritiers naturels. Oui, évidemment, il y a une différence entre héritier et successeur. Je crois que le successeur d'Étienne Tshisekedi, je ne sais même pas s'il y aura un successeur. Aujourd'hui, peut-on parler d'un successeur de Patrice Emery Lumumba ou d'un successeur de Mandela? Non, je crois que... Son fils. Comme vous l'avez dit on va peut-être parler clairement de Félix Tshisekedi, par exemple. Question de curiosité. Avait-il été cité dans le directoire qu'il avait mis? Oui, parmi les trois cadres de l'extérieur, il y avait Félix Tshilombo, il y avait Claude Kiringa, le docteur Willy Vangou, et les trois cadres de l'intérieur, il y avait Valentin Moubaké, Kakongé, ainsi que moi-même. Félix Tshisekedi était-il le seul fils au sein de l'UDPS qui œuvrait? C'était le seul fils actif en politique. C'était le seul fils actif en politique. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, il serait, par exemple, l'héritier naturel d'Étienne Tshisekedi? Au niveau de l'UDPS, je ne veux pas me prononcer pour influencer, mais je crois que d'une manière naturelle, je crois que pour l'intérêt de l'UDPS Tshisekedi, je crois que Félix serait un bon président. Ça veut dire que le parti politique serait une monarchie ou ça conforterait ceux qui pensent qu'il n'y a aucune démocratie au sein du parti? Le vide qu'Étienne Tshisekedi laisse, parlons seulement de son parti, tout d'abord, c'est une situation qu'il faut, à mon avis, régler très rapidement, puisqu'il y a des tendances au sein du parti. Plusieurs tendances se sont déjà prononcées qui contestent la position de Félix Tshisekedi. Il y a des fortes personnalités au sein du parti. Et malheureusement, les textes ne sont pas en mesure actuellement de régler même l'intérim. Les textes ne disent rien, sont muets à ce sujet? Non, les textes sont très précis. Les statuts qui ont été votés, qui ont été adoptés au Congrès de décembre 2010 stipulent que, en cas de décès, d'indisponibilité du président du parti, c'est le président de la Convention démocratique qui assume l'intérim pendant 30 jours. Malheureusement, cet organe statutaire n'a jamais été mis en place. Les statuts modifiés en 2013 par Étienne Tshisekedi stipulent que, en cas de décès, l'intérim serait assumé par un directoire composé du secrétaire général, du président de la Convention démocratique et du président de la commission électorale du parti. Or, de ces trois membres du directoire, seul le secrétaire général existe actuellement et fonctionne. Donc, seul le secrétaire général est habilité à engager légalement le parti actuellement, mais
il ne peut pas seul assumer l'intérim, vu que l'intérim doit être assumé par un directoire. Donc, je crois qu'il appartient au parti, à travers ses cadres et les sages aussi qui, de temps en temps, peuvent encadrer le parti, de trouver une manière consensuelle pour mettre les chefs de courant ensemble. Alors, que pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec tous ceux qui pensent qu'il y a beaucoup de pression familiale, notamment le rôle de son épouse, maman Marthe Kassalou, et tout le directoire? Est-ce qu'il n'y a pas d'emprise familiale autour de ce qui pouvait être considéré comme le management, en fait, du parti? Écoutez, tout homme, surtout tout homme politique de cette stature, doit d'une certaine manière pouvoir s'appuyer sur sa famille et principalement sur son épouse. Donc c'est tout à fait normal. Nous avons vu Patrice Lumumba, on ne parle pas de Patrice Lumumba sans parler de maman Pauline, on ne parle pas du maréchal Mobutu sans parler de maman Antoinette ou de maman Bobby. Et je crois que c'est tout à fait normal. Mais il appartient, je crois, à la personne de bien indiquer à sa propre famille, à son propre entourage, les lignes rouges entre la famille et son action politique et ses responsabilités. Y avait-il une emprise ethnique, je dirais tribale, au sein du parti? Et est-ce que vous n'aviez été reproché de rien sur le point de vue de la loyauté, par exemple? Non, sur le point de vue de la loyauté, disons de sa part, je n'ai jamais été reproché de quelque chose. Mais je comprenais aussi que certaines personnes de sa tribu ou quoi ne voient pas d'un très bon œil un Moleka. Vous savez, Moleka était synonyme de Mobutu. Et puis, vous avez une grande partie de votre famille qui est très active dans le régime actuel. Ça fait quand même un peu douter. Oui, mais comme lui-même disait à mes détracteurs, lui-même il disait, écoutez, moi j'ai été mobutiste, j'ai travaillé avec Mobutu, mais moi aussi j'ai changé. Donc tout le monde peut changer et chacun a la maîtrise de ses choix. Est-ce que vous n'aviez jamais subi des pressions de l'autre côté, du côté de votre famille à vous, par exemple, des tentatives de débauchage? Non, vous avez quand même occupé une position stratégique du côté de ma famille, du côté de la famille Moleka, il n'y avait pas de problème vu que Étienne Tshisekedi et Papa Moleka Liboke étaient des amis. Ils se connaissaient très bien. Ma mère a très bien connu Maman Marthe, de ce côté-là, il n'y avait pas de problème. Du côté du pouvoir, là, je dois avouer que tout le temps que j'ai passé avec Étienne Tshisekedi, à aucun moment, mais là alors, à aucun moment, je n'ai été l'objet même d'une approche pour quoi que ce soit. Au contraire, ce que j'ai entendu à plusieurs reprises de la part de nos frères du pouvoir, c'est que ils appréciaient être en contact avec moi parce que ils savaient que dès qu'on s'était entendu sur quelque chose, les choses se passeraient de cette manière et que Étienne Tshisekedi suivrait les choses telles que nous nous sommes entendus. Et que avec moi, il n'y avait pas de problème de parler d'argent, des choses comme ça. Alors, vous êtes parti de cette manière de l'UDPS, mais à côté de vous, il y a eu plusieurs défections, plusieurs départs, des débauchages notamment. À votre avis, à quoi est due cette... Oui, tout d'abord, j'ai quitté l'UDPS une année après, jour pour jour. C'est-à-dire que vous avez continué. J'ai pris la décision de quitter le parti, vu que le parti avait adopté une ligne, la fameuse ligne de dialogue et de pré-dialogue avec le régime, une ligne que je n'approuvais pas et que personnellement, je pouvais difficilement concevoir Étienne Tshisekedi approuver la manière dont c'était mené. Donc j'ai quitté l'UDPS. Parce que ça a toujours été rigide, la décision de ne pas dialoguer avec le pouvoir en place. Non, ça n'a pas été toujours rigide. Vous savez, 2 mois après les élections de 2011, des approches avaient été faites à partir de la communauté internationale et de leurs représentants ici pour essayer de mettre ensemble les deux camps, notamment l'ambassadeur d'Allemagne
en février 2012, avait invité Etienne Tshisekedi chez lui à la maison. Nous y étions avec Maman Marthe et moi-même, et il avait clairement dit que c'était le souci de l'Union européenne de voir ne fût-ce que des entretiens, des rencontres informelles prendre place entre Monsieur Pierre Lumbi, qui était le conseiller spécial de Joseph Kabila, et un proche collaborateur de Monsieur Etienne Tshisekedi. Et il avait accepté, il avait dit à l'ambassadeur, là je désigne mon directeur de cabinet, mais malheureusement, ces approches, ces dialogues n'ont pas pu avoir lieu parce que je pense que le pauvre ambassadeur d'Allemagne s'était fait escroquer moralement, dans ce sens que je suis persuadé que l'autre camp était sûr et certain qu'Etienne Tshisekedi refuserait. Voilà. Et lorsque Etienne Tshisekedi a accepté, il ne savait plus quoi faire. Alors, nous allons continuer à parler de l'homme, mais aussi de votre rencontre. Je vais proposer aux téléspectateurs de suivre cet élément. Il s'agit du portrait d'Etienne Tshisekedi Mulumba. Il reste un mythe pour beaucoup, pour l'ensemble de la nation, mais son parcours est également élogieux. Il est difficile de retracer le parcours en une page. Nous avons essayé de résumer pour vous ce qu'ont été les grandes étapes de sa vie dans ce portrait. On se retrouve tout de suite. Persévérance, endurance, habileté, charisme, tels sont les mots qui peuvent décrire l'homme qui est considéré comme le père de la démocratie en RDC. Ces 30 années d'activisme politique dans une opposition farouche ont réussi à faire de lui un acteur incontournable, voire un véritable mythe. Ce qui explique tous ces surnoms, Leader Maximo, le Sphinx de Limété, B52, Vieux Chikas, Yachichi, porté par l'homme au béret, un style qui a d'ailleurs fait des émules, même en dehors des milieux politiques. Ce 1er février 2017, c'est donc un livre qui s'est refermé. Etienne Tshisekedi Mulumba, qui avait quitté le pays le 24 janvier dernier, accompagné de son épouse Marthe Kassalou pour un check-up médical en Belgique, a été terrassé par une embolie pulmonaire. Avec lui s'éteignent plusieurs espoirs dans le chef de ces militants qui prétendent avoir perdu leur Moïse et appellent de tous leurs vœux la venue d'un Josué. Mais qui est l'homme derrière toute cette légende ? Né le 14 décembre 1932 à Luluabour, actuel Kananga au Kasaï occidental, d'un père catéchiste, Etienne Tshisekedi Mulumba construit son mythe dès les premières années d'indépendance. Il a 29 ans lorsqu'il devient le premier doctorant en droit de l'université de Lovanium Kinshasa. Une entrée par la grande porte dans l'histoire de la République démocratique du Congo qui dessine des ambitions assises sur des piliers solides. En 1960, il avait déjà été admis au Collège des commissaires généraux après le coup d'État de Mobutu. Entre 1960 et 1965, il est également recteur de l'École nationale de droit et d'administration et ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières dans le gouvernement Mobutu. Il participe à la rédaction de la Constitution congolaise de 1967 puis du Manifeste de l'Ansele, Bible du mouvement populaire de la Révolution, mais passe de l'autre côté du miroir en 1980 et Mobutu, l'évince de la succession au perchoir de l'Assemblée nationale. Ce fut là le début de l'histoire avec la signature de la lettre des 13 parlementaires en décembre de la même année. L'Union pour la démocratie et le progrès social voit le jour en 1982. Cela lui vaudra à lui et à ses compagnons une condamnation à 15 ans de prison, suivie d'une amnistie en 1983. Voilà ouverte un cycle de 10 ans d'avanie durant lesquels il ne sera libre que 14 mois. Le reste passé en détention, liberté surveillée ou relégation. 10 ans de pression qu'il subira sans faiblir, contrairement à nombre de ses compagnons. L'année 1990 est marquée par des manifestations de rue, poussant Mobutu à autoriser le multipartisme et donnant suite à la conférence nationale souveraine, à l'issue de laquelle il est élu Premier ministre par 70% des 2800 membres qui y siègent. La parole est à Monsieur Etienne Tshisekedi. Monseigneur le Président, honorables conférenciers et chers collègues, nous voici enfin sur le point de poser notre premier acte de démocratie et de liberté
leur vie pour l'indépendance et pour la démocratie dans notre pays. À vous tous, hommes, femmes, jeunes et vieux, qui avez accepté de mourir et de souffrir pour notre pays, je réitère solennellement mon engagement ferme à consacrer tout le reste de ma vie à la défense de la démocratie et à l'éclosion du progrès social de notre peuple. Mais il en sera destitué un an plus tard et aura été nommé Premier ministre 3 fois au total, sous le régime Mobutu, notamment à la veille de l'entrée de l'AFDL. En février 1998, il est arrêté par Laurent Désiré Kabila pour avoir voulu organiser une manifestation. Voilà comment il est désormais considéré comme éternel opposant, car après Mobutu, il est passé du père au fils Kabila. L'un des grands derniers épisodes de sa vie, c'est sans doute sa candidature à la présidentielle 2011 où il conteste les résultats, se retranche dans sa mythique résidence de Pétunias dans la commune de Limete avant d'y prêter serment comme président de la République. Il enjoint aux membres de l'UDPS de ne pas siéger dans les institutions mises en place dont le Parlement, mais n'est suivi qu'à moitié. Entre 2014 et 2016, il est en exil médical en Belgique mais accepte en juin 2016 de revenir pour assister au dialogue national. S'il dit non aux assises de la Cité de l'Union africaine sous l'égide d'Edem Kodjo, il accepte celui de la Cinco et réussit à arracher la présidence du Conseil national de suivi de la transition devant mener aux élections de 2017. Il part en pleine négociation et dans l'attente de la nomination de son fils, Félix Tshisekedi comme Premier ministre, mais n'aura pas réussi à réaliser son rêve d'impérium. Tous les jours de ma vie, j'ai rêvé de devenir président de la République, avouait-il lors de la campagne présidentielle de 2011. Toujours conseillé par la tout aussi mythique première dame de la rue Pétunias, Marthe Kassalou, d'où le surnom Chikas, le leader de l'UDPS aura fait tanguer le sommet de l'État plusieurs fois sans pourtant jamais réussir à tourner la situation à son avantage. Plusieurs questions se bousculent à ce jour dans l'opinion publique quant à l'avenir de l'UDPS, au leadership de l'opposition restée orpheline et à l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Voilà, vous avez suivi ce portrait. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, quelques points plus ou moins spécifiques que vous aimeriez mentionner ici? Non, simplement répéter que Étienne Tshisekedi, sa spécificité, c'est qu'il avait pénétré la vie de tous les Congolais. Vous savez, si vous prenez un personnage tel que Patrice Lumumba, vous le découvrez, vous entendez parler de lui beaucoup plus, même à l'extérieur, parce que le discours politique de Patrice Emery Lumumba a influencé des progressistes sur tous les continents, tandis qu'Étienne Tshisekedi, son combat a eu un effet en profondeur au sein de la société congolaise, que ce soit ses partisans ou que ce soit des partisans d'autres partis politiques ou même de ses adversaires. Il a toujours inspiré le respect et il a toujours été un modèle. Même des hautes personnalités aujourd'hui du pouvoir en parleront comme un modèle, vu que au moins 80% de la classe politique active actuelle est passée d'une manière ou d'une autre par l'UDPS. Alors, vous nous avez parlé brièvement de votre rencontre, du début, un peu de votre partenariat. Comment ça se fait que Étienne Tshisekedi ait pensé à vous? Est-ce qu'il n'y a que des dessous familiaux? Mais quel a été votre sentiment? Aller travailler avec une personnalité de cette trempe, Étienne Tshisekedi Lumumba, comment s'est passé le début de l'histoire? Oui, en fait, ma collaboration avec Étienne Tshisekedi, au niveau de son cabinet, a commencé en octobre 2008. Auparavant, j'étais depuis décembre 2004 membre du comité national de l'UDPS Tshisekedi. Mais en octobre 2008, il m'a envoyé son fils, Félix Tshilombo, pour me donner son numéro de téléphone à Bruxelles, où il était en convalescence, et que je l'appelle le lundi, je pense, si mes souvenirs sont bons, c'était le lundi 8 octobre.
Je l'ai appelé et là, il m'a dit pasteur, parce qu'il m'appelait pasteur, parce qu'auparavant, nos rencontres portaient beaucoup plus sur des sujets spirituels. Il dit, pasteur, je voudrais vous demander... Une parenthèse, était-il un bon chrétien? Oui, c'était un bon chrétien. C'était un bon chrétien dans le sens qu'il aimait son prochain. C'est un des rares hommes dont je peux témoigner de l'authenticité de son amour pour le prochain. Et il me dira, est-ce que vous pouvez accepter de m'aider en étant mon assistant et porte-parole? Vous vous souviendrez, à l'époque, son parti traversait des moments assez troubles. Il y avait un groupe qui avait carrément fait un coup d'État et pris son fauteuil. Ma première réponse a été, écoutez, papa, je suis très occupé par les affaires de la famille et j'essaie de relancer mes propres affaires. Or, ce que vous demandez, c'est une tâche qui va requérir toute ma journée. Mais comme je le sentais insister, par respect, je lui ai demandé de me laisser 24 heures. Et d'ailleurs, ce jour-là, je n'étais pas seul dans mon bureau, j'étais avec un autre pasteur qui est membre de sa famille. Et après cet appel, directement, je me suis mis en prière et immédiatement, j'ai senti cette conviction de l'Esprit me disant, non, c'est moi qui t'envoie pour aider cet homme. D'où le lendemain, je l'ai appelé en disant, Monsieur le Président, Dieu me dit que c'est lui qui m'envoie pour vous aider, donc il m'est impossible maintenant de refuser, comptez sur mon intégrité, ma loyauté, parce que je sers Dieu en vous aidant. D'où le socle de notre collaboration, c'était ça, le sens d'une mission auprès de quelqu'un. Donc, si même vous me demandiez comment se fait-il qu'il m'a choisi moi, je ne saurais pas vous répondre. Je pense que c'est le genre de choses qui reste entre un homme et son Dieu. Mais ce que moi je peux dire, c'est que si ça n'avait pas été une mission d'abord à base spirituelle, fort probablement, je ne m'en serais même pas sorti vivant. Alors, décrit par beaucoup comme quelqu'un de très social, mais de l'autre côté, dictateur aussi. Alors, où est-ce qu'on peut trouver le juste milieu? Écoutez, Étienne Tshisekedi, pour certains, c'est un mythe, c'est une légende. Moi, je le décrirais plutôt comme un iceberg. Vous savez, un iceberg, il y a à peu près un tiers ou un quart qui est visible au-dessus de l'eau. Vous avez réussi à pénétrer quelle partie de cet iceberg? Les deux parties. Les deux parties. Parce que la partie invisible est même beaucoup plus touchante que la partie visible. Étienne Tshisekedi, pour beaucoup de gens, n'était peut-être pas une personne très, très sociable, surtout lorsqu'il était en pleine activité politique. Pour certains, il paraissait très, très froid, très, très dur. On ne savait pas décerner ce qu'il pensait, beaucoup d'empathie. Mais je pense que c'était aussi une carapace. Il savait que le monde politique, c'est un monde très dur et parfois même très sale, où il y a beaucoup de coups bas. C'est pour ça qu'il répétait toujours qu'en politique, on ne fait pas de cadeaux. Il était très méfiant. Il était méfiant parce que il savait aussi que beaucoup d'hommes politiques cherchaient à le côtoyer simplement pour profiter de son aura, ça il le disait clairement. Et d'ailleurs, à partir d'un moment, je crois à partir du 9 août 2011, il m'avait dit clairement, écoute, je ne vais rencontrer aucune personnalité politique. Quand il vous appelle... Tout le monde a adopté la mode du béret, tout le monde parlait au nom d'Étienne Tshisekedi. Prenez leur numéro, dites-leur que vous allez les appeler, mais je n'en recevrai aucune. Et de fait, entre le 9 août 2011 et le 13 février 2012, il n'avait reçu personne. La première autorité politique qu'Étienne Tshisekedi a reçue fut l'honorable Franck Diongo, le lundi 13 février 2012. Et donc, il était conscient de ça, et je peux dire que ça l'agaçait assez souvent. À la fois homme du peuple, mais homme seul. Est-ce qu'on peut décrire Étienne Tshisekedi comme un homme solitaire? Non, il était beaucoup plus à l'aise et confortable
avec ce que lui appelait le peuple. Il n'avait personne de confiance dans le sillage politique. Les gens qui ne venaient pas avec des titres ou qui ne venaient pas avec des intérêts personnels. Avec ces gens-là, il était à l'aise et la conversation pouvait atteindre des sommets ou bien pouvait aller très profondément. Il recevait souvent les membres de son parti ou d'autres personnalités qui n'avaient aucune attache politique. Il tenait à recevoir tous les membres de son parti, de tous les échelons, ceux qui sont les cadres, les simples militants. En dehors des rencontres populaires. Il les recevait tous chez lui à la maison ou en audience officielle, ça, il y tenait. Alors aujourd'hui, il est décrit comme éternel opposant. Il a été longtemps à la recherche de cet impérium qui n'a malheureusement pas eu avant de décéder. Mais avait-il un vrai projet pour le Congo? Quelle est l'idéologie exacte du président Étienne Tshisekedi et de l'UDPS? Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent c'était un peu le vague. On avait envie de mettre le pouvoir dehors, mais pour faire quoi? Mais je pense que c'est peut-être une zone d'ombre pour certains, dans ce sens que, Étienne Tshisekedi, ses partisans l'appellent père de la démocratie. Étienne Tshisekedi a toujours martelé comme slogan la démocratie et l'état de droit. Il y a eu d'autres slogans tels que le peuple d'abord, le changement radical. Mais est-ce qu'il y avait de la substance derrière cela? Et comme il n'a pas eu l'occasion vraiment